Bienvenue dans cette tranche de votre magazine environnemental. Madame, Messieurs, sachez que c'est depuis 1972 que les Nations Unies ont lancé la Journée mondiale de l'environnement. Alors, la Journée mondiale de l'environnement, elle est célébrée chaque 5 juin, le 5 juin de chaque année. Alors, pour l'édition de 2025 de cette année en cours, le thème qui est retenu, c'est mettre fin à la pollution mondiale des déchets plastiques. Comprenez déjà, aujourd'hui, nous parlons de la gestion des déchets plastiques. Alors, pour cette thématique, sur ce plateau, j'ai reçu un invité qui est environnementaliste. Il s'appelle Bertin Mbouya, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce. Ça va. Merci de vous présenter sur le plateau d'Info Verte. Alors, monsieur Bertin, en tant qu'environnementaliste, pouvez-vous un peu nous expliquer qu'est-ce qu'on peut entendre de gestion des déchets plastiques? Merci. La gestion des déchets plastiques, d'abord la gestion des déchets tout court, c'est une forme de prise en charge des déchets. Les déchets sont produits dans toute activité de transformation. Généralement, ce sont des matières qui n'ont pas une utilité directe, qui est destinée à être jetée, tout ça. Et quand on les jette, il y a des conséquences sur l'environnement, sur la santé. Donc, quand on parle de la gestion des déchets, on sous-entend le fait qu'on prenne en charge ces déchets qui doivent être mis hors état de nuire. Donc, la gestion des déchets, c'est cela. Mais en fait, c'est une méthodologie. Ce n'est pas comme on l'entend. La gestion des déchets, c'est un ensemble d'étapes qui commencent par la collecte. Les déchets doivent être collectés. Et la collecte sous-entend qu'il faut les catégoriser. Parce qu'il existe des déchets qui peuvent se décomposer dans la nature une fois que vous les jetez, qu'on appelle des déchets biodégradables. Cela regroupe toute la partie de la matière organique. Ça peut être le feuilles des arbres, les écorces ou les déchets alimentaires. C'est une catégorie de déchets. Mais il y a aussi une autre catégorie qui a aussi une large gamme de déchets. On les appelle les déchets non biodégradables. C'est là où nous trouvons les métaux, nous trouvons les matériels en aluminium. C'est là où il y a aussi les plastiques. Et donc, quand on a collecté les déchets, la deuxième étape dans la gestion des déchets, il faut les transporter. Donc, ce n'est pas seulement mettre de poubelles quelque part. Quand on a mis des poubelles et que les poubelles ont reçu les déchets, ils doivent être transportés vers un site où on les rassemble parce qu'on ne doit pas être à côté de la population. Et donc, c'est la deuxième étape. Après cette étape, ces déchets doivent être acheminés justement vers un site soit de recyclage, ça veut dire les déchets sont transformés en des matières qui peuvent être réutilisées, donc qui peuvent être utilisées. Ça veut dire par exemple, lorsque nous avons les déchets biodégradables et que c'est transformé en du compost, c'est-à-dire qu'on a recyclé ces déchets. Lorsqu'on a les déchets métalliques qu'on a transformés en produisant l'Mbaboula économie, c'est une forme de recyclage, mais on peut aussi enfouir les déchets comme en passant au CET, donc au centre d'enfouissement technique. On peut les enfouir dans un endroit bien déterminé pour qu'ils ne reviennent plus sur l'environnement. Ça, c'est un enfouissement. On peut aussi les valoriser. Alors, M. Bertin, je ne vais pas vous couper la parole, je sais que vous parlez beaucoup. On va y revenir peut-être à la fin, quand vous allez donner des pistes de solutions. Alors, aussi, il faut retourner sur le thème de cette journée. Aujourd'hui, nous sommes le 5 juin, où nous célébrons, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'environnement. Alors, le thème, c'est mettre fin à la pollution plastique mondiale. Est-ce que c'est possible de mettre fin à la pollution? C'est possible de mettre fin à la pollution mondiale. Essayez d'abord d'expliquer c'est quoi la pollution plastique et puis s'il est possible de mettre fin. La pollution plastique, il y a d'abord pollution, ensuite il y a plastique. La pollution, c'est le fait d'essuyer, de dégrader, de perturber un milieu. Donc, lorsqu'un milieu était stable comme on est là, et que quelqu'un vient jeter quelque chose ici et que notre comportement est bougé, cet élément a engendré une perturbation et donc ça peut être une pollution. Quand on parle de la pollution plastique, c'est le fait que le plastique qui est un composé ici du cycle du pétrole, donc de la lignée des productions de pétrole, lorsqu'il est jeté dans l'environnement, ce plastique a dégradé, a perturbé les conditions de l'environnement. C'est là où on parle de la pollution. Par exemple, lorsque sur un sol, on y jette des sachets plastiques. Ces sachets rentrent dans le sol et lorsqu'il pleut,
les sols n'arrivent pas à absorber de l'eau pour sa santé. Le plastique qui est dans ces sols a pollué ces sols. Et donc, quand on parle de la pollution plastique, c'est un cas imperméable, justement. Les plastiques peuvent polluer aussi l'air parce que pour certaines personnes, la gestion des déchets plastiques, pour eux, c'est les brûler. Et quand on les brûle, ça dégage des gaz, notamment les dioxines, qui est toxique pour la santé de ceux qui respirent. Ça, c'est la pollution de l'air. Mais les plastiques peuvent aussi polluer l'eau, dans le sens où il y a beaucoup de plastique dans l'eau. L'oxygène dissous n'entre pas parce qu'il y a une surface imperméable. Et les poissons qui sont en dessous en mer, d'asphyxie ou les plantes aquatiques, mais il y a aussi des poissons ou des animaux aquatiques qui confondent le plastique avec des plantes qu'ils peuvent consommer. Il y en a même qui consomment le plastique, ils ingèrent et ça crée de perturbations à l'intérieur. Il y a même des poissons qui meurent, tout ça. Et même des hommes qui consomment les poissons qui ont ingéré du plastique. Et donc quand on parle de la pollution plastique, on sous-entend les conséquences que le plastique, une fois rejeté dans l'environnement, peut avoir sur la qualité de l'air, sur la qualité du sol, sur l'eau et même sur la santé de la biodiversité et des hommes. Alors on disait mettre fin à la pollution. Mettre fin à la pollution plastique sous-entend le fait de minimiser, si je dois essayer de diluer les concepts, parce que mettre fin, c'est quand même un grand défi, c'est un idéal, mais ce n'est pas facile. C'est une utopie. Utopie, pas du tout. Je crois que c'est un idéal, mais qui requiert de beaucoup d'efforts. Mais on peut, d'une certaine façon, quand on parle de la mise fin de la pollution plastique, c'est le fait qu'on atténue la dangerosité des déchets plastiques qu'on a rejetés dans l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les plastiques qui hier étaient en train d'obstruer les caniveaux ne le soient plus? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le plastique qui est en train de dégrader les sols ne le soit plus, parce qu'on a besoin de ces sols-là pour l'agriculture et d'autres usages? Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger les animaux marins? Donc dans la mer, dans le fleuve, de la pollution plastique. C'est ça, en fait, l'ensemble d'actions qui concourent au fait de mettre fin à la pollution plastique. Et si, dans certains endroits, les plastiques ont été maîtrisés, ça veut dire que s'il y a un engagement commun, c'est ça l'idéal, en fait. S'il y a un engagement commun, on peut vraiment mettre fin à la pollution plastique. C'est un problème de volonté. Avec un engagement commun. Justement, un problème de volonté, des décisions surtout politiques et surtout de la redéfinition des systèmes économiques. Parce que le plastique aussi, c'est de l'argent. Il y a du capitalisme qui est là-dedans. Il y a toute une économie liée à la chaîne du plastique. Je l'ai parlé ici tantôt, que le plastique est un produit du pétrole. Dans la chaîne de production du pétrole, c'est vrai, on enlève les gaz, les kérosènes, tout. Et il y a des matières qu'on utilise qui donnent, je crois, des nephthalènes, qui donnent du plastique. Et donc, au fur et à mesure que nous consommerons du pétrole, ça veut dire qu'il y aura une composante qui sera là pour être fabriquée en plastique. Et donc, si on doit mettre fin à la pollution plastique, c'est aussi mettre fin à une ligne d'économie mondiale en pleine effervescence. Donc, il faut réfléchir, redéfinir des mécanismes qui peuvent faciliter la mise, en fait, l'arrêt de cette pollution plastique. Je comprends qu'il y a déjà des conséquences sur les plans sanitaires. Justement. De l'écosystème. Comme je l'ai évoqué, sur le plan sanitaire, les plastiques nuisent beaucoup. Je n'ai pas mentionné le fait que sur l'aspect de quand les plastiques sont là et que c'est dégradé par l'effet de la chaleur, ça émet aussi des particules fines dans l'air que l'on peut respirer, qui peuvent rentrer jusque dans le poumon et créer beaucoup de cancers et des problèmes respiratoires. Même les gens qui balayent la route avec des brosses en plastique, ça finit par se dégrader. Le balayer aussi, ça cause un problème. Tout est un problème, il faut juste voir l'échelle de ce problème. C'est un exemple que je donne. Ça veut dire que le plastique soumis à une certaine température, à un certain frottement, finit par libérer des poussières de plastique. Et ces poussières sont toxiques et cancérigènes pour la santé. Quand on est exposé à cela, qu'on les respire, donc ça peut affecter. Donc le plastique, de manière brève, il y en a aussi qui, je dois les mentionner parce qu'il y en a qui consomment aussi, qui mangent aussi avec des ustensiles en plastique. Qui, lorsque ce n'est pas bien conçu et que ça se chauffe, comme tout le monde le sait, quand vous chauffez le plastique, il s'effondre. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque vous mettez de la nourriture chaude sur un ustensile en plastique? Des récipients en plastique, des verres en plastique. C'est très dangereux. Et les plastiques sont conçus avec certaines normes. Il y a des plastiques de qualité sur lesquels vous pouvez placer un certain produit à une certaine température et ça ne va pas avoir de l'impact négatif.
Mais des plastiques des chemins ici a des graves conséquences parce que vous-même, si vous faites les tests, vous les chauffez, alors ils se font. Donc, quand vous mettez du thé chaud dans un gobelet en plastique, il devient malléable. Donc, il libère des substances toxiques qui rentrent dans ce thé-là. Et donc, c'est une pollution. Je ne parle pas vraiment dans ce contexte de ce type de pollution, parce que c'est une forme de contamination, etc. Mais nous parlons des cas où les plastiques ont été utilisés, les utilités sont finies et puis ils ont été rejetés dans l'environnement. Et cette suite-là, des conséquences ou déchets, justement, où on parle de la pollution plastique. Alors, pour parler des déchets environnementalistes que vous êtes, comment jugez-vous la méthode de gestion des déchets plastiques à Kinshasa? À Kinshasa, la gestion des déchets plastiques, le gros de problème. C'est pas, il faut même pas évoquer le fait que je sois environnementaliste. Tout le monde voit que cette gestion, elle est catastrophique. Depuis des années. Nous avons des déchets qui pullulent presque dans chaque 10 mètres ici à Kinshasa. Vraiment. Les caniveaux sont remplis de déchets. Ce n'est un secteur pour personne. Et pour les dirigeants, et pour le peuple. Pas un mètre sans déchets plastiques. Non, il n'y a pas un mètre sans un déchet plastique. Et donc, cette gestion-là, elle est à défi. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai, d'une certaine part, il y a des efforts de la part des dirigeants. Je parle du gouvernorat, des ministères, etc. Mais ce sont des efforts qui, visiblement, ne sont pas à la hauteur du défi. Tout à fait. Il y a un défi aussi grand. Et ce défi se résume par le fait que le rythme de production de plastique est supérieur aux mécanismes mis en place pour absorber les déchets plastiques. Et la loi des causes à effet sous-entend que puisque les actions ne sont pas équivalentes aux déchets qui ont été produits, donc c'est une pollution, raison pour laquelle nous les voyons pulluler. Le fait de balayer un coin, une rue, une avenue ne veut rien dire à l'échelle de la ville. Tout à fait. Et à l'échelle de comment les déchets sont produits. Donc il y a un sérieux problème là-bas. Et puisque nous connaissons les conséquences de ces plastiques sur la santé, sur l'environnement, dans l'eau, dans l'air, dans le sol, il est important que ceux qui ont la charge de décider sur cette question des pollutions plastiques puissent prendre la question au sérieux parce que c'est une question de santé publique, c'est une question d'urgence environnementale, c'est une question d'économie parce que si les plastiques sont bien canalisés, ça peut être une source de création d'emplois pour encadrer ces jeunes Kinois qui se livrent dans la délinquance juvénile. Alors, je dirais, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il faut concrètement faire? Parce que je dis que Kinshasa est pollué totalement par les déchets plastiques. Ce qu'il faut faire, c'est beaucoup de choses. Mais s'il faut aller dans les concrets, j'ai un schéma simple, mais qui n'est pas facile à avaler. Pourquoi pas facile? Ces schémas, parce que le système actuel, c'est quoi? Le gouvernement a un projet, il attend un partenaire extérieur pour venir financer, parce qu'à l'époque, c'était l'Union européenne qui était en train de... Justement. Oui, justement de gérer ces déchets-là. Après, donc, quand les partenaires s'étudient l'affaire, la ville revient insalubre. C'est comme si on dépendait de ce partenaire pour notre survie. Alors que nous avons des hommes et des femmes intelligents qui peuvent réfléchir pour mettre fin aux problèmes que nous-mêmes nous causons. Parce que si je consomme de l'eau et que cette eau que je consomme engendre un déchet qui pollue l'environnement, ça veut dire que je peux réfléchir, mais comment consommer l'eau pour que cette eau que je consomme ne pose pas problème à l'environnement? C'est là que je suis parti. Il y a une solution locale qui est répartie à 3 niveaux qui peut mettre fin à cette problématique des pollutions plastiques. Allez-y. Cette solution, la première, c'est une intervention au niveau des lois. Vous savez, madame, il y a des ordonnances, des arrêtés ministériels, des décrets qui ont été signés depuis le gouvernement passé interdisant la production massive de plastique. Donc vous êtes pour l'interdiction de la production de plastique? La réduction de la production. La réduction, oui, de la production de plastique, pas l'interdiction. Pourquoi la réduction? Parce que c'est une solution contextuelle. Nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas de technologies à grande échelle qui puissent absorber les déchets produits massivement. Si nous voulons mettre fin à la pollution plastique, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est intervenir à la source. Justement. Intervenir à la source sous-entend appliquer les lois qui interdisent la prolifération de la production de déchets plastiques. Tout à fait. Cela sous-entend qu'on ne pourra produire des déchets plastiques que pour des usages qui sont les plus nécessaires. Parce que pour emballer les cacahuètes, je n'ai pas besoin de déchets plastiques forcément. Mais il y a un je peux utiliser un emballage biodégradable. On interdit, mais le suivi. Alors, ce que j'ai dit, il faut une application rigoureuse de la loi. Il y a la possibilité
d'utiliser des emballages biodégradables et prendre des sucrés avec des bouteilles réutilisables, cela éviterait en amont la production des emballages plastiques. Ça, c'est une solution intelligente qui ne va pas demander des millions de dollars que souvent nous avons besoin pour gérer les déchets. On intervient en amont, ainsi en aval, il n'y a pas de déchets parce qu'en environnement, on dit les déchets qui n'ont pas été produits ne nécessitent pas un coût pour les gérer. Parce que déjà, il n'est pas là. C'est ça, oui. Donc, c'est une intervention intelligente, mais cela demande du courage, de la volonté politique, mais surtout du courage. Parce que j'ai dit tantôt, c'est une chaîne économique. Si vous dites ne produisez pas du plastique, alors vous aurez des gens derrière vous. Il faut que les dirigeants congolais, pourquoi pas les chefs de l'État s'impliquer dans cette affaire? Parce qu'il a besoin de la salubrité de la ville et du Congo. On peut dire au Congo, on ne peut produire des plastiques que pour les usages les plus nécessaires, nécessités. Mais s'il n'y en a pas, alors on privilégie les usages, par exemple, des produits qui sont biodégradables ou qui sont réutilisables. Ça, c'est de 1. Là, c'est pour le gouvernement. Hein? Le gouvernement, bien sûr. La deuxième solution, c'est au niveau d'accompagnement des entreprises. Comment? Les entreprises, par exemple, au sein de la FEC, payent une certaine taxe au FONAC, qui est une structure de la ville chargée à recenser toutes ces taxes-là pour financer les initiatives d'assainissement. Mais on peut intervenir autrement. Au lieu que les FONAC prélèvent les taxes des entreprises pour financer les activités liées à l'assainissement sur terrain, le FONAC, à son niveau, peut mettre en place une politique de fait qu'on ne prélève pas ces taxes-là des entreprises, mais que ces taxes soient utilisées par les entreprises pour une transition écologique. Ça veut dire qu'au lieu de nous payer la taxe pour assainir l'environnement à partir des déchets que vous avez produits, vous utilisez cet argent sous notre contrôle pour transiter écologiquement. Ça veut dire... Mais ça sera un travail. Aller contrôler les entreprises pour le fonds, pour les taxes qu'ils devaient payer. Mais qui lutte contre la pollution plastique sans travailler? C'est ça le problème. Si nous voulons être fainéants, nous allons demeurer dans l'insalubrité. Nous, on n'a pas de problème. Nous, on parle, on partage des idées. On partage des projets. Donc, le fait qu'il y a des taxes, parce que c'est un travail vain. On paye des taxes pour payer à ceux qui assainissent, et l'assainissement n'est pas fini, et on paye encore, c'est un cercle vicieux. Donc, gérer vos taxes. Oui, c'est l'environnement qui souffre. Nous, le gouvernement met en place un mécanisme avec le FONAC qui dit, nous suivons les entreprises. Donc, ce que vous payez là, affectez ça à des technologies qui vont vous permettre, si vous produisiez de l'eau ou des jus avec du plastique, produisez maintenant des jus avec des verres, des bouteilles en verre qu'on peut consommer et réutiliser. En ce moment-là, vous allez nous éviter parce que c'est la même chose, au fait. Ça, c'est la réflexion. Oui, c'est ça l'intelligence par rapport au... Oui, justement. On intervient en amont. Les entreprises ne sont pas perdantes parce que l'argent qu'ils devaient payer comme taxe a été utilisé pour les aider à migrer écologiquement. En ce moment-là, non seulement ils gagnent en salubrité sur le milieu, ils gagnent aussi en termes de notoriété en tant qu'entreprise écologique. Ça, c'est important. C'est une vision qui doit être promise par le gouvernement au travers du FONAC. Ça, c'est la deuxième dimension. Si on le fait, madame, vous allez voir que la tâche ne sera pas très grande parce que les déchets seront interrompus à la source. Et troisièmement, c'est le fait que lorsque on a utilisé la loi, on a contraint la production massive de déchets, lorsqu'on a promis une politique de transition écologique avec les entreprises, dépendamment de leurs taxes. Troisièmement, c'est le fait de capaciter les ONG et les entreprises locales qui sont dans les secteurs de recyclage des déchets. Parce que comme je l'ai mentionné, le plastique, il y en a et il y en aura. Mais il faudrait que les entreprises qui travaillent dans ce secteur aient une capacité à absorber ce qui a été produit. Quand une capacité a été réduite, celle qui est restée, alors les entreprises locales, si on augmentait leur capacité, ils vont les absorber. Comme quelle... Enfin, on n'est pas cité les noms. Non, nous avons par exemple Congo Salubrité qui recycle les déchets plastiques, c'est alimité ici. Nous avons par exemple Recoplast. Recoplast, il recycle tous les déchets plastiques. Il produit des pavés avec ça. Il suffit d'augmenter sa capacité de recyclage, alors il absorbe plus de déchets. Donc, ce sont ces trois niveaux. Ça ne va pas demander... Vous n'avez pas mentionné la population, par exemple, les usagers. En fait, madame, sincèrement, je suis du domaine. La population est en même temps actrice, je dois l'appeler aussi, mais victime. Le plus de personnes qui doivent se décider pour la gestion des déchets, c'est la hiérarchie.
Ok. Souvenez-vous de la période où il y avait le coronavirus. Qui n'a pas porté le cache-nez? Ce n'était pas par la volonté de la population. C'était la hiérarchie, parce qu'on connaît les dangers qu'il y a à cela. Si la problématique de la pollution plastique était considérée comme le corona, les décideurs allaient prendre des mesures y afférentes pour faire participer la population à nos stratégies. La sensibilisation, c'est après. Ok. Parce que comment vous allez sensibiliser la population pour la bonne gestion des déchets? Ça veut dire quoi? Moi, à mon niveau, à vous, à votre niveau, à votre échelle, qu'est-ce que vous pouvez faire pour bien gérer les déchets? Si ce n'est pas balayer devant votre parcelle, si ce n'est pas balayer dans votre maison. Or, nous avons un problème d'envergure. Les déchets produits dans les marchés, comment on va les gérer? C'est beaucoup de déchets. Si la ville ne prend pas des mesures déjà d'atténuation, si les marchés produisent peu de plastique, c'est déjà quelque chose qu'on a coupé. Si les entreprises relaient des produits qui vont être... Non. Donc, c'est cette façon-là qu'il faut absolument réduire. Mais il y a aussi un projet que j'allais partager ici, qui va venir compléter ces mécanismes-là pour faire participer la population. C'est le fait de placer dans les espaces publics des fontaines d'eau potable. Des fontaines d'eau? J'ai pensé que vous alliez dire des poubelles. Non, je ne suis pas encore là. Je suis en amont de la chose. Alors pourquoi placer des fontaines d'eau? Justement parce qu'en consommant de l'eau, journalièrement, les gens produisent beaucoup de déchets. C'est la consommation d'eau qui Justement, il y a la consommation d'eau, il y a la consommation de jus, etc. C'est ce qui produit tous ces déchets-là. Vous allez voir que sur la route, c'est ça. Lorsque vous avez, par exemple, je ne cite pas le nom d'entreprise, il y a une entreprise qui est connue, avec l'eau de la même qualité, c'est dans une fontaine, à un endroit public, par exemple sur Victoire ou sur Gare Centrale, et toi, tu viens avec ta gourde. Ah bon? Oui. L'eau qui coûte 500 francs dans la bouteille, tu l'as dans la fontaine à 100 francs. La condition, il faut juste avoir ta gourde, on ouvre, tu as ton eau. Ça veut dire que l'usage reste la gourde que tu peux réutiliser, c'est ça? Oui, justement, tu as la gourde. Nous, quand nous partons dans les conférences de parties à l'extérieur, on donne de gourde. Ah bon? Donc, c'est la gourde que tu peux utiliser pendant 3 mois, 4 mois, 1 année. Tu n'as pas utilisé le plastique. Et vous pensez que qui va s'hasarder à aller acheter une bouteille de 500 francs d'eau alors qu'il y a la possibilité avec sa gourde d'acheter de l'eau à 100 francs. Ah, ça s'achète mais à moindre coût. Oui, c'est une solution intelligente mais qui élimine déjà. Vous pensez que ça sera faisable, possible? Mais c'est très faisable, madame. Quand nous partons dans les... Il y a des fêtes où on évite des citernes de boissons. Il y a des gens qui font ça. Ils louent, ils appellent une entreprise de production, je vais vous citer le nom ici, les productions de boissons. Ils amènent un citerne plutôt de, par exemple, des bières et les gens viennent puiser là-bas. Ça peut être des systèmes qu'on transplante maintenant. Même le fameux jus qui a des colorants ici. Au lieu de nous mettre des jus de colorants avec du plastique qui va polluer l'environnement, mettez ça dans les bacs. Bien avec vos logos d'entreprise dans les espaces publics, tu viens avec ta gourde, on te sert du jus à un prix très bas parce que ce que nous achetons là, nous achetons aussi les plastiques. Nous achetons l'emballage qu'on met là, l'infographie qu'il y a là, on achète le tout. Alors qu'il y a la possibilité de réduire cela. Ça, ce sont les décisions qui peuvent être promises par le gouvernement. On impose ça aux entreprises qui le font parce que quand on impose cela, les entreprises n'auront rien à perdre. Parce qu'ils vont vendre leurs boissons. Et le coût qu'ils vont vendre, c'est en soustrayant le plastique. Vous comprenez un peu? Ce sont des solutions pratiques intelligentes qui ne vont pas demander de manger des partenaires extérieurs. Moi, je ne crois pas que l'assainissement de cette ville ici va passer par non, telle banque a donné autant, tel partenaire. Non! Non, ce sont des solutions pratiques que je viens de donner. Et c'est praticable. Et il y a autre solution? Non. Je me limite par là. Je me dis, est-ce qu'on peut faire un lien, juste entre parenthèses, entre inondation et déchets plastiques? Parce que ce qui s'est passé dernièrement, on a dit que parce que nos rivières sont polluées par les déchets plastiques, et il y a eu une inondation, on a perdu beaucoup de gens du côté de la Tchango, ici à Kinshasa. Comme je l'avais dit, quand les déchets plastiques ne sont pas bien gérés, surtout dans le caniveau, ça obstrue la voie, c'est qu'il y a des inondations. Mais le récent inondation de Tchango, il y a eu beaucoup de déchets sur la chaussée là. Beaucoup de déchets, mais ce n'était que la 4e cause de ces inondations. Ah bon? Oui. Il y a eu 3 causes. Il y avait 3 causes avant qui ont causé ces inondations-là. Les déchets n'ont été que l'interface de cela. Je crois que peut-être on en parlera en profondeur. Les 3 causes, c'était quoi? C'était pas les déchets. Bon, en fait, c'est un sujet à réflexion. Les inondations qui ont lié à Tchango,
avant ça, il y avait des inondations qui se sont vécues ici à Kinshasa, où on a atteint un niveau de 6 mètres de haut. Les eaux du fleuve ont été refoulées. Ce n'était pas forcément les déchets, parce que les inondations liées à la mauvaise gestion des déchets sont généralement de quelques temps. Parce qu'on suppose que c'est les voies d'évacuation d'eau qui sont bouchées. Et donc, l'inondation ne peut pas aller au-delà, à 3 mètres des caniveaux, non. Quand les inondations atteignent ces niveaux, ça signifie que là où les eaux se déversent, il y a eu plus d'eau. C'est pourquoi l'eau est refoulée. Or, ce n'est pas les déchets qui ont rempli le fleuve pour qu'il y ait le refoulement. Il y a eu beaucoup de déchets plastiques. Et cette autre chose, c'est un phénomène qui est connu. Le phénomène qui fait à ce que les pluies tombent de manière abondante pendant une petite période donnée, c'est les changements climatiques. La première conséquence de ces inondations-là, ce sont de fortes pluies qui tombent pendant un laps de temps. Et c'est la caractéristique des pluies de changement climatique. C'est la première cause de ces pluies-là. Parce que lorsque les inondations débutaient, si vous avez suivi, il y a un monsieur qui annonçait depuis Congo central, faites attention, il y a les eaux. On a vu une vidéo qui était virale. Hein? Il annonçait, c'était après que la pluie soit tombée. Donc il y a des eaux qui quittaient très loin. Elles venaient d'où? Est-ce qu'elles étaient bloquées par les plastiques? Non. C'était beaucoup d'eau qui se rassemblaient pendant un laps de temps et qui venaient, qui ruisselaient. C'est comme ça que ça crée des inondations. Et le fleuve avait déjà reçu beaucoup d'eau et le fleuve a refoulé. C'est la caractéristique des pluies de changement climatique. La deuxième cause... La première cause, c'est ça? C'est la première cause. La deuxième cause, c'est les déboisements massifs. Ah bon? Les longs, en fait, tout autour de Kinshasa. Vous savez, là où il y a les plantes, il y a d'abord le fait qu'on appelle ça les splashs. Quand l'eau de pluie tombe et que ça touche la canopée des feuilles, la pression d'eau baisse déjà à partir du dessus. Et quand elle tombe en dessous, les feuilles qui sont en dessous des arbres, les racines, infiltrent l'eau. Ainsi, même quand il y aurait une forte pluie qui tomberait à cause du changement climatique, lorsque les longs des rivières, il y a des plantes, on les appelle des ripécilves, ou carrément, lorsque il y a la végétation, l'eau qui est tombée est absorbée. Ainsi, il n'y a pas une grande quantité d'eau qui est dans la rivière pour créer des inondations en aval. Mais nous avons tout coupé pour fabriquer les makala, pour produire du makala. Ici à Kinshasa, on a tout coupé? Mais on a tout coupé. Actuellement, là, pour avoir les charbons de bois à Kinshasa, il faut parcourir plus de 200 km. Parce que tout autour, partout, il n'y a plus rien. Regardez dans la cartographie, il n'y a plus rien. Et donc, quand il y a les eaux de pluie qui tombent en abondance, toutes ces eaux-là se précipitent dans les rivières pendant un court moment. Et donc, il y a l'augmentation du niveau et puis il y a les refoulements. Ça n'a rien à voir avec les déchets. Donc, c'est la deuxième cause. La troisième cause, c'est l'occupation des zones qui font respirer les rivières. Quand bien même il y aurait une grande quantité d'eau, quand bien même on couperait les arbres le long de tout ça, mais quand il y a les zones humides qui sont là, qui ne sont pas occupées par les maisons sur lesquelles on a compacté, ces zones humides jouent le rôle d'éponge. Quand il y a plus d'eau, ils les absorbent. Et ça crée un équilibre pour qu'il n'y ait pas d'inondation. Qu'est-ce que nous on a fait? On est parti non seulement compacter ces zones humides, on a construit dedans. C'est normal que lorsqu'il y a des eaux qui surabondent, que ça rentre d'abord dans son lit normal. Et généralement, les gens qui ont été affectés ne sont pas des gens qui ont été dans la montagne. Ce sont des gens qui ont occupé la maison de l'eau, qui ont été affectés. Donc, ça veut dire autrement que l'impact des inondations est lié au fait qu'on a occupé d'abord son lit. Le lit des rivières. Les zones humides. C'est comme ça, oui, justement. Donc, vous êtes, entre parenthèses, vous êtes pour la démolition qui s'est faite. Justement, je suis pour la démolition, mais qui doit suivre toute la procédure légale. Donc, c'est ça. Il y a des gens qui ont construit sur les lits des rivières, ils ont compacté les lits des rivières. C'est ce qui a refoulé ces eaux-là et les gens en sont morts. Malheureusement, les gens sont morts. Alors qu'on aurait dit limiter cela par le fait qu'on laisse respirer les zones humides, les baies des rivières, le long du fleuve Congo, le long de la rivière Ndjili, pour faire respirer afin d'atteindre les inondations. Et la gestion des déchets, c'est la quatrième cause. C'est quand tout est venu et après ça a trouvé les déchets et puis ça a créé un boom. Mais ce n'est pas la première cause. Il y avait beaucoup de déchets sur les il y en avait beaucoup, mais je viens de vous expliquer. Vous allez comprendre que même s'il y en avait beaucoup, est-ce que les déchets ont obstrué le fleuve Congo? Les trois actions, voire les quatre, sont les voies par excellence pour nous tirer l'affaire d'insalubrité en dehors des financements qui peuvent venir de l'extérieur. Je parlais de l'intervention sur le plan légal, la restriction de la production massive de plastique, qu'on ne les produise que pour des usages ultimes et qu'on migre vers des usages des produits qui sont réutilisables ou qui sont biodégradables.
Deuxièmement, je parlais du fait de définir une politique de transition écologique d'entreprise qui œuvre ici. Au lieu de percevoir des taxes pour financer l'assainissement, mieux vaut encadrer ces taxes pour la transition écologique des entreprises afin qu'ils ne produisent pas des produits qui vont porter atteinte à l'environnement, notamment les plastiques. Troisièmement, c'est l'augmentation de la capacité de recyclage des entreprises qui existent déjà, les ONG dans ces secteurs. S'ils recyclent 1 tonne par jour et qu'ils ont une subvention du gouvernement, avec 5 tonnes, et que lorsque les entreprises sont nombreuses, alors les déchets sont absorbés. Et quatrièmement, je parlais d'un projet pratique, des fontaines d'eau par exemple. Là, c'est votre projet. Oui. Ce n'est pas mon projet, je le partage, le gouvernement peut prendre ça. Tout ce dont on a besoin, si je le parle ici, normalement j'aurais dit passer avec derrière les parce que je sais que généralement les autorités reçoivent très difficilement les gens, c'est pourquoi j'en parle ici. Ok, allez-y. Placer des fontaines d'eau. On va faire large écho. Oui, justement, placer des fontaines d'eau dans les espaces publics et même certaines boissons. Ok. Oui, on ne va pas, c'est pas la ville qui va placer ça. La ville impulse une politique telle que les entreprises qui produisent ça, ils commencent maintenant à placer des fontaines d'eau. La condition, c'est d'avoir une gourde pour... Une gourde pour avoir l'eau que vous avez achetée à 500 francs à 200 francs. Ok. Et là, vous protégez l'environnement. Parce que les déchets qui n'ont pas été produits ne vont pas nécessiter les efforts pour les gérer. Parce qu'ils n'existent pas. C'est ça l'intelligence. Justement. Voilà. En tout cas. Alors, du côté population, je ne sais pas, il y a aussi des manières de valoriser des déchets. Vous avez aussi une idée sur ça? Justement, du côté de la population, c'est vrai. Je suis beaucoup plus attelé sur les dirigeants parce que ce sont eux qui ont la charge de protéger cette population, même face à la pollution plastique, et c'est constitutionnel. C'est dans l'article 53 de la Constitution qui stipule que les Congolais, tout Congolais a droit à un environnement sain et propice. Mais l'article suivant il dit, il a aussi le devoir de les défendre. Donc ça veut dire que la population a aussi une partition dans l'assainissement. Et pour valoriser les déchets? Valoriser les déchets à l'échelle individuelle, vous pouvez faire du compost chez vous. Avec votre seau, quand on a ce seau et qu'on a ces déchets biodégradables, après un temps, un mois, 2 mois, vous pouvez avoir du compost pour les jardins, mais aussi le plastique, comme vous l'avez mentionné, à petite unité, on peut faire du pavé, tout ça avec du plastique. Donc, ce sont des moyens qu'on peut utiliser pour recycler les déchets plastiques surtout. Alors, nous passons à la rubrique interprète. La makambotali pollution plastique, la journée mondiale oyo mokili mobimba balobela makambotali pollution plastique. Pollution plastique eza ndenge to mona ba plastique na ba caniveau na biso na banzele sala la salité bosoto. Ba plastique wande créera ba inondation, de sala ba ngongi bazala mwa mingi, tout ça ba maladie yaka yaka. To ça ndenge ni poto lutter contre pollution plastique na Kinshasa pa na biso awa. Na proposé 4 solutions. Ya liboso nazo senga na bakonzi ba intervenir na niveau ya mibeko. Ezala mibeko mingi oyo ezala ki voter, oyo ezala ki promulguer et pas ba premier ministre ba koleke pa ba gouverneur pona ko pekisa ko produire ba déchets plastiques moins mingi. Donc bozana ba to posaka ba sachet plastique ba au pire eza pai tout ça mibeko moko eza na kati ya balwa na biso oyo esengi ke ba entreprise va produire ba déchets plastiques wana ba minimiser quantité nango parce que so ba minimiser yango alors to na charge mingi te na mambotali bosoto lié na ba déchets plastiques. Ndena sengi na ba konzi ba intervenir sur le plan wana pour ba déchets plastiques et ça la produit en grande quantité te. Ya mibale ezali ba entreprise mingi oyo produisera ba plastique ba bouteille tout ça ba futara pako c'est ça la ba futara taxe moko pona ko sunga ville à gérer environnement na pesi likanisi boy soki mbongo wana gouvernement na biso atika mécanisme ya encadrer ba entreprise wana ole ba futaka yango na gouvernement ezala encadrer pour entreprise wana ba migrer vers l'olenge ya ko produire ba emballage par exemple ezala ko la décomposer na comment on dit ba emballage biodégradable topé ba bana ko produit ba mai na ba bouteille oyo eza kwa automila ba sucre ba bouteille ya milangi OK mutso ameli et puis à cause de ça mulangi wana ba utiliser ngo lisusu et ko diminuer quantité de déchets plastiques na Kinshasa topé na ba avenue na biso. Troisièmement naza osenga na ba konzi ba soutenir ba ONG
na ba entreprise nyonso o ba travailler na domaine ya ko transformer ba plastique ba tumso ba sala ba plastique ba zu yango moni ba niki yango ti e ko ba poussière ba sala yango ba pavé bato na ba bato ko soutenir parce que baza ko suko l'environnement na biso na ba plastique eza mwa mingi ya mine on a proposé eza que eza idée eza projet ya ko installer ba puits ya ba mai ya ko mela na ba bisika mo public par exemple eza na mwa récipient moko eza autonome mais eza na mai potable otomelaka mutsoko yena mulangi na yo ma gourde na yo okoki kotoka mai wana omeli soki mai ya bouteille osomba yango na 500 francs o wana okosomba na 200 francs par exemple parce que yo moko oza déjà na gourde na yo eza ba initiative on a proposé oyo kosunga biso pour te mettre fin na bosoto tali makambo eza pardon na bosoto tali plastique voilà un peu. Monsieur Bertin Mbouya, ça a été un plaisir pour nous de vous avoir sur le plateau d'Info Verte. Merci madame. Madame, messieurs, merci de rester branchés sur votre magazine environnemental. Prenez rendez-vous pour la semaine prochaine. Bye.